Question d'islam par Al-Benchir. Aujourd'hui, nous parlerons dans cette émission Question d'islam de sacrées questions pour un islam d'aujourd'hui. C'est le titre d'un ouvrage paru très récemment aux éditions Odile Jacob et l'auteur est Fawzia Charfi. Bonjour. Bonjour. Bonjour Fawzia Charfi. Vous êtes une femme de science et d'intelligence. Vous êtes physicienne. Vous enseignez à l'université de Tunis. Vous avez eu aussi des responsabilités gouvernementales. Vous étiez secrétaire d'État à l'enseignement supérieur dans le gouvernement de transition provisoire, mais vous avez très vite voulu reprendre votre liberté de temps et de parole. C'est dire que vous êtes aussi une femme de décision et de réflexion. Et nous parlons de votre ouvrage intitulé « Sacrées questions » pour un islam d'aujourd'hui, qui fait suite à un autre livre intitulé « La science voilée », toujours chez le même éditeur. Vous qui êtes une femme de science, comment êtes-vous amenée à parler, et j'ai vu que vous étiez très versée en lisant votre ouvrage, dans les questions théologiques. C'est une question qu'on pose aussi à votre serviteur, donc c'est votre regard et votre réponse qui m'intéressent. Je suis partie en fait des réflexions de mes étudiants sur l'islam, de leur manière de concevoir la science, de leur refus de certaines théories. Bon, je l'explique un petit peu dans l'introduction, comment ils refusent la relativité générale, comment ils refusent Einstein. Et j'ai poursuivi pendant des années, en fait, cette discussion qui avait commencé fin des années 70 à la faculté des sciences de Tunis, où l'islam politique commençait à être présent. Bon, c'était aussi l'époque de la révolution iranienne. Et ces discussions m'ont amené à aller plus loin dans la compréhension de l'islam politique, mais aussi d'essayer de voir comment, en fait, ces étudiants, en quelle mesure ils étaient différents de ce que je pouvais être moi à leur âge. C'est-à-dire que pour nous, au moment de l'indépendance, nous étions aussi très très fiers d'être tunisiens. Bon, moi j'ai fait ma scolarité, la majorité de ma scolarité c'était encore le protectorat. Et donc on voulait s'affirmer aussi comme musulmans. Mais cet islam, c'était l'islam de mes parents, de mes grands-parents, et c'était un islam qui était ouvert, qui ne nous perturbait pas dans la mesure où il nous autorisait aussi à être très modernes et à être preneurs de science. D'emblée, vous commencez par dire que l'islam n'est pas épuisé par cette notion de charia que vous déconstruisez. Tout à fait. Et je vous avoue que la notion ou l'importance de la charia, je l'ai découvert en dehors du milieu familial, parce que pour mon père, évidemment, pour les enfants, on a envie plus de leur transmettre, voilà, la beauté du monde, la générosité, le respect de l'autre. Bon, mais la charia, c'est autre chose. La charia, c'est une somme de prescriptions dont la plupart ne sont pas compatibles avec ce à quoi nous croyons, en tout cas, à quoi aussi mes parents croyaient, c'est-à-dire les valeurs universelles de liberté, de respect de l'autre, et d'égalité entre les hommes et les femmes, d'égalité entre tous. Et la charia, c'est tout le contraire, et on s'en est rendu compte en Tunisie. Vous parlez de la révolution, on s'en est rendu compte quand il a fallu rédiger une nouvelle constitution tunisienne. Et le grand débat initial, c'était est-ce que la constitution doit affirmer qu'elle prend sa source dans la charia ou pas? Et vous le montrez clairement, la charia finalement n'est qu'une construction humaine. La charia n'est qu'une construction humaine qui s'est élaborée sur 2 siècles, on va dire à peu près, après la révélation. Et
certaines dispositions d'ailleurs de la charia sont contradictoires avec un certain nombre de versets coraniques. Et même les versets coraniques dits prescriptifs ou normatifs ou législatifs sont en nombre très réduit dans le corpus. Tout à fait. Sur les 6200 à peu près 36. versets, 36, voilà, il y a suivant les interprétations, entre 200 et 500 versets prescriptifs. Et donc, beaucoup de questions comme, par exemple, l'apostasie, la condamnation à mort du renégat, ça n'est pas une prescription coranique. La lapidation des femmes adultères, la même chose, ça n'est pas une prescription coranique. Même certaines questions, que nous avons réglées, on va dire, en Tunisie, la question de la polygamie, si on lit les versets coraniques, bien pour qu'un homme puisse être polygame, il y a des conditions bien strictes qui pourraient amener au fait que c'est quasiment impossible d'être polygame. Enfin, le terme technique étant la tétragynie, puisque c'est l'homme qui aurait un droit ouvert d'avoir 4 épouses et pas dans l'autre sens. Et en plus, si on prend in globo les versets, il y a une sorte d'incitation, voire une injonction à la stricte monogamie, sauf que le discours est un peu sibyllin et ça se comprend pour l'époque. Absolument, absolument. Mais il se fait qu'aujourd'hui, alors dans la Tunisie moderne, la Tunisie qui a vraiment marqué en fait le monde arabe par son code du statut personnel adopté en 56, quelques mois après l'indépendance, la polygamie donc est abolie, mais vous voyez que dans notre système éducatif de ce pays moderne, eh bien, je cite qu'une de mes filles a eu un cours de philosophie, donc l'année du bac, sur les avantages de la polygamie, qui était donc abolie depuis un certain nombre d'années. C'est une régression terrible. Et c'est une régression, et c'est ça qui marque finalement. Parce que lorsqu'on nous parle d'islam politique en disant mais de toute façon oui ils sont ils peuvent être acceptés aujourd'hui, ils sont modérés. Comment peut-on accepter aujourd'hui que en Tunisie on revienne à la polygamie alors qu'on venait de dire qu'au fond pour ceux qui veulent vraiment appliquer le texte coranique ils pourraient ne pas être polygames, vous voyez. Oui, bien sûr. Alors, si je récapitule, et si je vous ai bien compris, alors que vous le dites clairement, à supposer qu'il faille se référer nécessairement au corpus coranique, on trouve que les versets dits normatifs ne sont que de l'ordre, en gros, de 1/30 par rapport à l'ensemble du corpus coranique, ce qui sous-entend que sa finalité première n'est pas nécessairement le fait de légiférer, donc de déléguer aux hommes de gérer leurs affaires entre eux. Et deuxièmement, et nous le verrons tout au long de l'émission, c'est que à un moment donné, il y a un souffle de modernité qui a prévalu dans la Tunisie post-indépendante, et petit à petit, tous ces acquis-là vont être rognés, et nous essaierons de voir avec vous, de comprendre pourquoi. Et oui, malheureusement, donc ces acquis qui datent des années 56 et qui concernent beaucoup le statut de la femme. Le statut de la femme qui est triste dans la plupart je dis triste parce que la femme est vraiment recluse dans certains pays arabes. Donc, on a vu depuis un certain nombre d'années, même avant la révolution de janvier 2011, à chaque fois que les islamistes se sont sentis en position de force, ils ont toujours cherché à acquérir comme ça à gagner des points et à faire régresser finalement un droit qui est un droit relativement moderne. Je dis relativement moderne parce que le code du statut personnel n'est pas complètement égalitaire. Je l'explique bien. À propos de la dévolution successorale sur laquelle vous voudrez revenir, et vous en faites aussi un point fondamental pour moderniser le droit et laisser place à la législation positive. Tout à fait. Et alors, il y a deux manières